Le prochain panel porte sur les risques et bénéfices des services financiers numériques pour les consommateurs. J'invite ma très chère collègue, Lise Estelle Brault, directrice principale de la valorisation des données, des FinTech et de l'innovation à l'Autorité, à nous présenter ses invités. Merci beaucoup, Kim. Bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième partie du rendez-vous de l'Autorité. Louis l'a mentionné plus tôt. Aujourd'hui, l'Autorité publie ses perspectives sur les risques et les bénéfices des services financiers numériques pour les consommateurs. Dans ce document de réflexion, on aborde les grandes tendances qui influencent notre société, la transformation numérique du secteur financier, mais surtout ce que ces changements impliquent et représentent pour les consommateurs. Le document est disponible sur notre site Web. Je vous invite, je vous encourage à en prendre connaissance, mais avant de vous précipiter sur votre téléphone cellulaire pour le télécharger, je vous invite à écouter les perspectives de nos trois panélistes sur ce même sujet. Maya, Frédéric et Dominique, merci beaucoup d'être avec nous. Je l'apprécie beaucoup. Je vous invite, pour commencer la discussion, à nous parler un peu de vous, en commençant avec Dominique. Merci, Lise Estelle. Bonjour tout le monde. Très, très content d'être ici. Dominique Sanson, je suis vice-président aux affaires corporatives chez Flinks. Fait que dans mon mandat, je m'occupe des relations avec l'industrie puis le gouvernement. Je prends quelques instants pour introduire Flinks, que peut-être pas tout le monde ici connaît. Fait que nous, on œuvre dans la connectivité bancaire. On est une compagnie d'open banking, pour ceux qui sont familiers avec le concept. Ce que ça veut dire, c'est qu'on permet aux consommateurs puis aux PME de partager leurs données financières facilement avec des fournisseurs de services financiers de leur choix. En chiffres, là, très rapidement, nous, aujourd'hui, il y a 6 millions de Canadiens qui ont connecté un compte de banque à un fournisseur de services financiers quelconque à travers Flinks. Parmi nos clients, on en a pas loin de 500. On compte toutes les grosses fintech, pas mal, les Wealthsimple, les Questrade, des gros prêteurs, les Fairstone, les GoEasy, des banques comme Equitable Bank, Manuvie, plusieurs autres, des clients gouvernementaux aussi, Investissement Québec et j'en passe. Fait qu'on a vraiment un gros réseau là, de Financial Data Connectivity, comme on dit, au Canada. Moi, ça fait 4 ans que je suis là, plusieurs rôles dans les opérations avant d'être VP aux affaires corporatives. Avant ça, j'ai servi dans les Forces armées canadiennes. J'ai été enquêteur de fraude interne à l'ONU. Puis mon background académique, il est mixte en droit et en informatique. Merci beaucoup, Dominique. Bienvenue. Frédéric. Excellent. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est très apprécié. Frédéric Laverdière-Pagé. Donc, je suis VP national vente et développement des affaires pour Investia, qui est une filiale de IA Groupe Financier. Mon rôle consiste principalement à superviser les activités de recrutement pour les représentants d'épargne collective au Canada et aussi m'assurer du déploiement des différentes initiatives qu'on lance en lien avec les objectifs de la compagnie, que ce soit en matière de, évidemment, recrutement, rétention puis de croissance organique. Mais avant mon parcours chez Investia, j'ai commencé mon parcours à l'Industrielle Alliance directement à la sortie du barreau. Donc, j'ai un background aussi en droit. Je pense que c'est un des sujets ou des... c'est un prérequis. C'est un prérequis pour être sur le panel l'après-midi. Donc, j'ai commencé, écoutez, je suis sûr que vous savez tous quand j'ai commencé, si je vous dis 2009, les creux des marchés. Quelle date? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Ça fait déjà longtemps. Septembre. C'est en mars 2009. Donc, j'ai commencé en mars 2009, creux des marchés. Mon premier mandat chez IA Groupe Financier était de développer des produits d'investissement, donc les produits de fonds distincts. Les produits garantis de revenu minimum, donc l'écriture des notices explicatives, ce que tout le monde n'a sans doute jamais lu au complet. Donc, il y avait quelqu'un qui était chargé pour les écrire, les faire approuver, etc. Donc, j'ai aussi... Donc, ça, c'était le timing idéal. On revampait les produits. Pourquoi? Popularité, nombre de capital. Disons que le pricing faisait en sorte que je suis arrivé et on a revampé plusieurs produits. Donc, ça a été une belle expérience. J'ai été aussi conseiller juridique au bureau de Vancouver et à Québec. Puis, à un moment donné, j'ai bifurqué. J'ai bifurqué vers la distribution des produits d'assurance, prestations du vent et d'investissement. Puis, j'ai agi, entre autres, à titre de directeur des ventes pour le réseau des agents généraux du Québec. Donc, parcours très varié. Comme la personne qui était assise juste ici, je pense qu'il a passé du juridique à l'investissement. Donc, je peux dire que j'ai passé du juridique
à l'investissement également. Ouais, formidable, c'est la bonne chaise. Merci Frédéric, bienvenue. Et finalement, Maïa. À la bonne chaise aussi. Merci de l'invitation. Vraiment, je suis ravie de donner la voix aussi à la recherche universitaire, d'être là. Bon, Maïa Kesheko, je suis professeure en droit des affaires à l'Université de Montréal. Je m'intéresse au marché financier et ses intermédiaires et aussi à l'accès au droit et à la justice des consommateurs de produits et services financiers. Donc, aujourd'hui, je porte le chapeau des consommateurs et de la recherche universitaire. Mes recherches se roulent autour de deux axes de recherche. Le premier, je m'intéresse au premier axe, à la relation entre le conseiller financier et le consommateur de produits financiers, comment les pratiques réelles entre ces deux acteurs. Et je mène ces recherches dans le cadre d'un chantier 22 du grand projet de recherche ADAGE de l'Université de Montréal, accès au droit et à la justice. Et j'en profite pour saluer le directeur du projet ADAGE, le professeur Pierre Noreau, qui est avec nous aujourd'hui. De notre côté, je m'intéresse au développement technologique des services financiers. Donc ça, c'est l'axe 2 qui m'intéresse. Et pour cet axe-là, je travaille avec ma collègue Sandrine Prontep, qui est professeure à l'UQAM, département marketing. Donc je salue aussi Sandrine, qui est là avec nous aujourd'hui. Et Sandrine et moi, on a décidé de mettre nos deux expertises multidisciplinaires, droit et marketing, pour étudier les enjeux juridiques et éthiques autour de certains enjeux qui sont pleins d'actualité aujourd'hui, la ludification des investissements, la protection des informations personnelles et de la vie privée, ainsi que les pratiques d'engagement numérique qu'on connaît présentement sur les plateformes. Voilà. Génial. Ben, vraiment un panel formidable. Merci beaucoup encore une fois d'être là aujourd'hui. Je vous propose de commencer notre discussion en parlant de transfo numérique. Louis l'a mentionné tantôt, avec un téléphone intelligent, aujourd'hui, on peut faire à peu près tout ce qu'on a besoin de faire d'un point de vue de gestion de finances personnelles. Des sources d'informations sont là, les opérations bancaires. On peut même gérer notre portefeuille d'investissement à partir de notre téléphone cellulaire. D'ailleurs, pendant la pandémie, on a vu une croissance fulgurante du nombre de comptes de courtage à escompte. Frédéric, est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre? Puis, comment est-ce que Investia s'adapte à ce changement-là? Bien, excellente question. Puis, en fait, il y a plusieurs volets à la question. Puis, je pense que c'est un défi, là. Le défi, c'est de savoir comment s'adapter, parce que sinon, le sujet du jour aurait changé. Donc, à ce moment-là, on tente une réponse, on observe c'est quoi les grandes tendances, on essaie de comprendre un petit peu où ça s'en va, d'où ça vient. Puis, tu sais, je vais tenter une réponse là, puis en fait, je vais l'expliquer pour les quelques minutes après. C'est comment on s'adapte? Bien, c'est en innovant. En innovant, comment? C'est en mettant les outils à la disposition du conseiller. Pourquoi à la disposition du conseiller? Parce qu'on n'est pas direct au client. Il y a un intermédiaire, puis c'est le conseiller. Donc, comment on met les outils dans les mains des conseillers pour être capable de justement bien servir le client, bien les conseiller, puis aussi leur donner du temps. Parce que le temps, c'est important pour les conseillers pour être en mesure d'aller rejoindre le plus de personnes possible. Donc, si je ramène en disant qu'est-ce qui est important ou la montée de l'investissement autonome, si on le prend isolément, il faut le voir plus comme une conséquence de quoi? Nous, on appelle ça les agents de transformation. C'est quoi les grands agents de transformation? Bien, c'est des choses qui nous forcent justement à s'adapter, à innover pour être en avant de la courbe pour voir venir les choses. Les agents de transformation qu'on identifie, c'est la réglementation. On a au niveau de la technologie, le numérique, ça, on en a parlé toute la journée. Il y a aussi produits et services. Produits et services, il y a 20, 25 ans ou même 30 ans, il y avait des fonds d'investissement à 10 de frais de rachat. Il y avait des leviers qui se vendaient en frais de rachat. Aujourd'hui, on est rendu où? Une business à honoraire, investissement actif, passif. Donc, c'est des changements qui disent, les agents de transformation, c'est comment on évolue et comment on répond à ces changements-là. Le changement démographique aussi, vieillissement de la population et aussi le vieillissement de notre force de vente. Comment on adresse ça et comment on répond? Bien, c'est en innovant. Pas nécessairement en se transformant parce qu'on a encore une relation avec le conseiller. C'est le conseiller qui est en avant des clients. Donc, c'est toute cette approche-là. Comme un exemple assez, disons, facile d'innovation puis de numérique, c'est
Investir en 2018, on a travaillé sur la signature électronique. On est allé présenter l'outil de signature électronique en 2019. La réaction des conseillers, ça a été pas loin de ça. Les clients ont besoin de nous voir, face à face. Inutile. Puis là, la pandémie est arrivée. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a sauvé la vie de bien des conseillers. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire face aux erreurs de transformation puis bien le faire? Ça passe évidemment par le numérique, la présence de nous en tant qu'institution financière sur les mêmes canaux que la nouvelle génération. Pourquoi? Pour promouvoir le rôle du conseiller. Le rôle du conseiller, c'est quoi? Bâtir des relations, pas juste bâtir des portefeuilles. Donc, c'est là qu'on veut l'amener. Puis le rôle du conseiller, bien, on le connaît. La valeur du conseil, on le connaît. Cyrano, les statistiques, 2,3 fois plus d'actifs après 15 ans pour celui ou celle qui a bénéficié de conseil. Donc, c'est des choses qui sont importantes, la notion de conseil. Mais aussi, c'est le point d'amener en disant comment est-ce qu'on fait pour prévoir le transfert d'actifs intergénérationnels. Si le représentant n'a pas de temps, pourquoi? Pénurie de main-d'œuvre, un autre agent de transformation, la personne. S'il n'y a pas le support, les adjointes et adjoints pour le supporter dans son travail, moins de temps pour qui? Rencontrer la nouvelle génération. Donc, il y a des représentants qui se disent « je ne serai plus là dans 5 ans. On ne sera pas de cachette, je vais avoir vendu, transfert intergénérationnel, OK. » J'ai eu une discussion avec un conseiller récemment, puis il me disait « Fred, je suis content, regarde dans mon book, j'ai 3 générations. » Ça, pour le transfert intergénérationnel, je pense que c'est réglé. Comment? Il y en a pour qui, par contre, c'est un peu plus difficile. Si tu regardes la liste des clients, tu vois Mme Laverdière, M. Pagé, mais il n'y a pas de Laverdière-Pagé. Donc, ces gens-là, on leur suggère de amène un junior avec toi. Assiste-toi avec un junior qui parle le même langage que la nouvelle génération. Donc ça, les représentants commencent à le faire. Donc c'est comme ça qu'on fait face, c'est d'avoir la même discussion parce que c'est beau faire un investissement autonome de 1 000 $ puis de perdre 500 en crypto. Tu as passé de 1 000 à 500. Mais quand tu vas hériter de 250 000 de tes parents, oh, t'as peu, là. Tu t'adresses un petit peu, c'est une autre game de conseiller là. Donc c'est comme ça qu'on va être capable de s'adapter à la hausse, c'est en innovant puis en allant donner plus de temps aux conseillers. En innovant. Dans tous les secteurs de l'industrie financière, ça innove. Puis Dominique, toi, tu le vois bien, tu interagis avec des fintechs, tu interagis avec des joueurs institutionnels, mais tu es aussi notre représentant des natifs numériques sur le panel. À quel âge tu as eu ta première console de jeux vidéo? C'est d'aussi long que je me souvienne. Fait que je ne peux même pas donner un âge. C'est un vrai natif numérique. Je pense que j'ai appris à jouer du Game Boy avant de marcher, probablement. Voilà. Une console dans ton berceau. Donc, tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que les jeunes consommateurs d'aujourd'hui attendent du secteur financier? Oui, définitivement. Puis c'est autant avec le chapeau perso que le chapeau professionnel. Puis moi, j'aurais tendance à, je vais me répéter, mais j'aurais tendance à souligner 2 tendances. De un, ça ne surprendra pas personne, c'est l'instantanéité des services financiers maintenant. Puis la deuxième, c'est la spécialisation. Tu sais, on parle des services qui sont de plus en plus nichés. Le ministre l'a dit tantôt, là, on a des petits joueurs qui émergent pour gruger des parts de marché bien spécifiques aux gros joueurs qui sont établis. Puis qui dit petit joueur niché dit ce joueur-là n'opère pas en isolation. Tu sais, le fameux, en fintech, on appelle ça le tech stack, c'est-à-dire les différentes composantes qui sont nécessaires d'intégrer afin de livrer un produit à personne. Vu que les joueurs sont de plus en plus nichés, leur tech stack est composé de plus en plus d'entités. Tu sais. Puis au lieu de commencer à définir les différents buzzwords de open banking, puis de banking as a service, puis de embedded finance, je vous donne un scénario qui illustre. Là. Aujourd'hui, c'est typique pour 30 ans et moins, là, pendant ta ride de Uber, tu downloads Wealthsimple, ça te prend 30 secondes, tu te crées un compte Wealthsimple, tu utilises Flinks pour le lier à ton compte de banque, ça te fait une vérification de ton identité bancaire, de ta balance instantanée, tu peux funder ton compte Wealthsimple instantanément. À partir de là, Wealthsimple, c'est même pas vraiment eux, c'est pas une institution de dépôt.
Fait que là, tu viens d'interagir avec 3 entités déjà. Tu as Wealthsimple, tu as Flinks, tu as leur institution de dépôt en arrière, qui est une banque à charte. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas peut-être utiliser leur plateforme de courtage pour acheter un titre que tu as fait du stock picking par toi-même. Fait que GameStop, mettons, parce que tu as vu sur tes réseaux que c'était la grosse affaire. Peut-être, sinon, tu vas aller acheter du Bitcoin par Wealthsimple Crypto. Le Bitcoin, c'est un asset qui est comme sauvage. Sans rentrer en détail dans le réseau, c'est tout le monde puis personne en même temps. Il n'y a pas un gestionnaire de fonds que tu peux aller voir. Fait que, la complexité est incroyable. Là. Aussi, peut-être que tu vas utiliser leur produit Roundup. Fait qu'à partir de là, chaque transaction que tu vas faire avec tes cartes dans ta journée, eux, ils vont l'arrondir au dollar le plus près puis investir le change pour toi. Fait que, tu sais, en 5 minutes, pendant ta ride de taxi, ça en est passé des choses, là, tu sais. Fait que c'est instantané, c'est plus complexe. Puis c'est une tendance massive, là, tu sais. J'utilise l'exemple de Wealthsimple depuis tantôt. Ils sont rendus à plus que 2 millions de clients là, au Canada. C'est gros, là, tu sais. Puis pendant en début d'année 2021, quand il y avait l'euphorie de GameStop, etc., c'est plus que 10 000 comptes par jour, entre 10 et 20 000 par jour pendant un mois de temps qui se créaient. Fait que, tu sais, c'est une tendance qui est en ce moment isolée dans les 30 ans et moins, mais tu sais, comme tu disais, ce monde-là va hériter. Là, puis les habitudes qu'ils ont, c'est de se servir de ces genres de services-là, complexes, nichés, instantanés. Tu sais. Fait que ça, c'est la tendance observable. Maintenant, si je peux donner un éditorial de ce que ça veut dire, tu l'as dit, c'est un défi. Je pense que M. Morissette l'a dit un matin aussi, c'est un défi de taille, je pense qu'il a dit. Puis je suis vraiment d'accord. Puis moi, si j'avais un 2 cents à offrir à un régulateur comme l'AMF, qui a top of mind la protection des investisseurs, c'est de bien choisir quel pilier encadrer. Parce que, tu sais, de dire, mettons, on va réguler le Bitcoin, ça se fait pas. C'est tout le monde et personne en même temps. Il faut viser les échanges, les FTX, les Quadriga de ce monde, toutes les histoires d'horreur qu'on a eues. Fait que c'est de bien choisir quelle composante du système encadrer. Puis c'est aussi, je pense, le nerf de la guerre va être d'être très habile à faire des partenariats. Parce qu'il y a tellement de joueurs différents. Il y en a qui sont dans d'autres juridictions, il y en a qui sont... Fait que ça va être un défi de taille. Puis je pense que le premier ingrédient du succès là, va être de déterminer où focusser parce que ça va être très complexe. Oui, donc un défi de taille parce qu'ils sont partout, mais accessible aux jeunes qui est dans le Uber sur son téléphone. Oui, puis tu sais, quand j'insiste sur le mot encadré, hein, parce que si on essaye d'interdire quelque chose, le monde veut le trop. Tu sais, si tu veux interdire les sites web de gambling ou de gaming, aujourd'hui, n'importe qui, 30 ans et moins, download un VPN, c'est instantané, il contourne. Si tu dis on va fermer les échanges de Bitcoin parce qu'on considère que c'est un risque, guess what? Il y a des échanges décentralisés qui existent, il n'y a plus d'humains derrière. Là. Les humains ont fait le code, un peu comme le Bitcoin, ils l'ont lâché dans la nature, il y a du monde qui le roule, puis il n'y a plus personne qui est en contrôle. Fait qu'interdire, ça ne marche pas. C'est comment encadrer de façon viable pour que les acteurs qui font ça le fassent de façon sécuritaire pour le public. Tu sais. Excellent. Oui, décentralisé. Puis les natifs numériques, les connexions VPN, ça va ensemble, c'est facile. Si je fais lien avec tes recherches, Maya, toi, tu t'intéresses à la transfo numérique, tu t'intéresses aux consommateurs, au comportement, mais quand on prend, par exemple, les consommateurs autonomes, les investisseurs autonomes, les jeunes générations qui font les choses de façon autonome, est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que toi, tu vois dans tes recherches sur leur profil, leur tolérance au risque? J'ai envie de partager avec vous 2 constats à partir de nos recherches. Le premier, c'est l'augmentation des jeunes investisseurs autonomes présentement. Et le deuxième, c'est l'augmentation des pratiques d'engagement
numérique. Donc, pour le premier thème, qui est l'augmentation des jeunes autonomes, investisseurs autonomes, j'aimerais partager avec vous les résultats d'un sondage qui a été mené par l'AMF récemment, qui porte sur les investisseurs autonomes et qu'on a eu la chance, de Sandrine et moi, ils nous ont donné cette chance-là de pouvoir faire une lecture secondaire des fichiers et des données. Puis à partir de ça, il y a beaucoup de constats, mais j'aimerais partager avec vous quelques-uns. D'abord, 75% des répondants, c'est auprès de 500 répondants, 75% sont des jeunes de 18 à 34. Donc, c'est beaucoup. C'est la nouvelle génération d'investisseurs autonomes. Ils investissent pourquoi? La première réponse était pour apprendre, pour acquérir de la connaissance. C'est une bonne nouvelle. Mais de notre côté, ils disent que c'est pour l'amusement. Donc, ça contient un peu de risque. Donc, ils veulent s'amuser, ils veulent découvrir, ils veulent partager, ils veulent faire comme les autres. Et par la suite, le constat qui est quand même alarmant, c'est que 50% de ces jeunes-là ont des cryptoactifs. Donc, quand on sait la volatilité de ces produits-là, on sait que quand même, et maintenant, il y a beaucoup de pertes qui ont été subies par cette génération. Et encore plus, 39% des plus jeunes de ce segment-là, donc entre 18 et 24 ans, eux, ils ne trouvent pas que l'investissement autonome est un risque. Donc, ils ne sont pas conscients du risque qu'ils pourraient vivre. Et par la suite, deux petites données aussi, c'est 1 sur 4 des répondants s'informent auprès des réseaux sociaux. Et 1 sur 4, et 13%, ça c'est une donnée quand même qui est majeure, 13% s'endettent pour investir. Donc à partir de ça, on peut quand même voir quelques risques liés à l'investissement autonome, qui est lié directement aux jeunes aussi. La seconde partie que je voulais partager avec vous, ça concerne l'augmentation des engagements, des pratiques d'engagement numérique sur les plateformes. Donc, quand on est en ligne, les plateformes vont communiquer avec nous avec toutes sortes de mécanismes. Et entre autres, je peux parler de nudging qu'on a découvert et aussi de la gamification. Donc, le nudging, c'est un mécanisme où, à partir des données que les investisseurs donnent, le logiciel peut analyser et proposer des solutions ou des produits à partir de choix présélectionnés. Maintenant, sachant que les gens sont attirés par la façon dont les informations apparaissent sur l'écran, il y a un risque fort qu'ils choisissent effectivement le choix présélectionné, où ils vont lire seulement les solutions qui sont présentées en gros dans les cadres. Deuxième aussi phénomène, c'est la gamification. Donc, on intègre dans la plateforme pour obtenir l'engagement des investisseurs ou de consommateurs de produits et services financiers. On lui donne toutes sortes de façons pour l'encourager à continuer, pour s'engager, pour acheter, pour vendre. Donc, on trouve des badges, on trouve des confettis qui tombent, des encouragements. À ce moment-là, on est encore plus enthousiaste pour acheter les produits. En ce qui concerne la gamification, dans nos recherches, on constate deux visages à ce phénomène. Le premier, c'est que lorsqu'il est utilisé pour la littératie, pour les formations, pour épargner, c'est une bonne façon. Mais l'autre visage, c'est quand on est en investissement et on est dans des produits qui sont complexes, des produits risqués, avec des mécanismes qui sont encore plus forts. Donc, on peut utiliser des jeux vidéo. Bien entendu que nous tous, si on est dans des jeux vidéo, on va jouer le jeu, on va être là-dedans, on va s'enthousiasmer, on va commencer à acheter, à prendre des risques. Donc, c'est sûr que là, ça devient un phénomène abusif et qui peut affecter l'autonomie de la personne, du consommateur, qui se trouve à faire des choix qui sont au-delà de sa tolérance au risque.
Par ailleurs, j'aimerais partager, je suis tombée sur une étude qui a été faite par des chercheurs en finance à l'Université de Toronto, qu'eux, ils ont exposé deux groupes. Un groupe à des plateformes d'investissement autonomes mais enrichies de jeux, et l'autre dans une plateforme régulière. Alors, le groupe qui a été exposé aux jeux, eux, ils avaient une tendance à prendre des risques. Par la suite, ils ont pris ce groupe-là et on leur a fait un test de littératie financière. Et ils ont découvert que ceux qui ont une bonne littératie financière, ils étaient moins affectés par ces jeux-là, donc presque à la moitié. Donc, on trouve que la littératie financière pourrait vraiment jouer un rôle pour pouvoir contourner ces façons nouvelles de faire. Finalement, et je vais terminer là-dessus parce que c'est un sujet quand même où on a écrit beaucoup là-dessus, c'est qu'on voulait comprendre pourquoi les jeunes, la prédisposition des jeunes au risque, on voulait comprendre pourquoi. Donc, on a pris toutes ces données et on les a analysées à partir de la théorie économique comportementale. Et on a découvert que on est tous en fait affectés par des biais cognitifs qui nous influencent d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Et pour les jeunes, il y a absence du biais cognitif du mémoire, disponibilité en mémoire. Donc c'est sûr que les gens comme moi et Frédéric, peut-être, qui ont vécu un peu le crash du marché financier, on va se souvenir, donc on va être plus prudent. Mais les jeunes, je regarde Dominique. Donc, on le vit un peu là. Lui, il n'a pas une disponibilité en mémoire, donc il va vouloir prendre des risques. Et s'ajoute à ça certains biais comme l'excès de confiance. Et donc, les jeunes, avec tout ça, ils vont sous-estimer les risques et ils vont surestimer leur connaissance. OK, bien intéressant tout ça. Donc, des biais comportementaux, des pratiques d'engagement numérique, donc ludification, nudging, tout ça mis ensemble, ça fait un cocktail quand même préoccupant. Mais la littératie financière pourrait venir nous aider. On y reviendra tantôt. Absolument. Avant d'aller là, je voulais qu'on parle de données. Donc, quand on parle de transformation numérique, on parle souvent de données. Les données, on les a aujourd'hui, on a les outils, les modèles pour les analyser, la puissance computationnelle dont on a besoin pour les traiter. On parle aussi de portabilité de ces données-là. La portabilité des données, c'est vraiment au cœur de ce que Flinks fait, de ce que tu fais, Dominique, puis au cœur aussi du projet de, je ne sais pas comment l'appeler, le système bancaire ouvert, les finances axées sur le client, open banking en anglais, et plusieurs étiquettes. Peux-tu nous en dire plus? Oui, il y a effectivement eu plusieurs hésitations de marketing au Canada autour de l'étiquette à mettre là-dessus. Là. Mais, fait que système bancaire ouvert, gros tsunami qui s'en vient, selon moi, dans le milieu des services financiers. C'est quoi? Désolé aux initiés, là, mais je vais faire un petit level 7 pour tout le monde. Là. Fait que le système bancaire ouvert, c'est la notion d'un système dans lequel l'utilisateur, que ce soit un particulier ou une entreprise, a une prérogative de portabilité de ses données financières. Portabilité des données financières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux aller voir une organisation qui détient mes données puis leur dire « Je veux que tu les partages avec l'autre organisation qui est là-bas. » Ça, c'est le concept. Puis si on se projette dans un système d'open banking là, à pleine maturité, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à... Tu sais, quand tu vas sur un site Internet maintenant, là, pour te créer un compte, tu as toujours un petit bouton qui dit « Créer un compte avec Google, créer un compte avec LinkedIn, Facebook, whatever. » Tu sais, tout le monde est familier avec ça. Là. Quand tu cliques là-dessus, là, ce qui se passe dans le background, c'est que Google, il y a une connexion avec le site Web. Puis là, ils vont te demander la permission de dire « Hey, salut, tu veux créer ton compte avec Zoom, tu sais, la plateforme de vidéoconférence. Créer ton compte avec Google, OK, Zoom a besoin de ton email non complet, si, ça. Puis tout, tu fais juste peser OK. Tu
Tu n'as pas besoin de rentrer ton mot de passe Google, tu n'as pas besoin de rien faire. Peut-être que Google, ils vont vérifier ton identité avec peu importe quelle façon eux, ils ont de vérifier ton identité. Ça va peut-être être un fingerprint, ça va peut-être être ton mot de passe Google, mais tu te fais valider chez Google, puis après ça, tu lui donnes la permission d'envoyer tes infos au site Web sur lequel tu veux créer un compte. Fait que tout ça, là, ça se passe déjà dans plein de domaines. L'open banking, c'est juste d'amener ça dans les services financiers. Hey, salut, moi, je suis client chez... je suis sur la chaise à M. Cormier, fait qu'on va dire je suis client chez Desjardins, mais je veux aller utiliser tel nouveau produit qui est hot. J'ai downloadé l'application sur mon téléphone, j'y vais, je fais une coupe de clics, Desjardins vérifie que c'est moi, il envoie mon info. Ça, évidemment, on en parle, ça fait bien peur, right? Le data va se ramasser partout, bang, bang, ça va être un gros free-for-all. Bien, c'est pour ça qu'au fédéral, ils se penchent sur la question depuis maintenant déjà pas loin de 5 ans. Fait que, le Canada, on est un peu en retard par rapport à d'autres pays, mais on est très creux dans la question en ce moment. L'étude de l'open banking ici a commencé en 2018, quand, back then, c'était le ministre Morneau. Il avait mandaté un comité d'étudier l'open banking, de savoir si ça aurait des bienfaits pour la société canadienne. La réponse a été oui. Après ça, il y a le Sénat, au fédéral, encore une fois, qui ont sorti un rapport sur la question, dire oui, il faut bouger de l'avant avec ça, blablabla. Après ça, le même comité d'études a fait des consultations plus en profondeur sur l'open banking. Ils ont sorti leur rapport final en 2021. Et puis maintenant, en ce moment, il y a quelqu'un qui a été nommé le Open Banking Lead au Canada par le ministre des Finances. Il s'appelle Abraham Tachjian. Il y en a sûrement plusieurs qui le connaissent. Puis lui, sa job, son mandat, c'est d'étudier, pas d'étudier en fait, c'est plus d'étudier, mais c'est de designer le système. Puis il se penche sur 4 grandes questions en ce moment. Puis c'est les règles de protection de la vie privée, les règles d'accréditation pour dire qu'on permet à un joueur de venir se connecter au pipeline de données. C'est quoi les standards qu'il faut que tu respectes? Les règles de cybersécurité applicables à tous les participants de l'écosystème. Et puis, les règles de liability. Je m'excuse, je parle toujours en anglicisme, là, mais si, mettons, il y a une erreur qui se passe, il y a un data breach, il y a quelque chose, vers qui le consommateur se tourne? Comment on fait pour l'indemniser puis démêler après les recours récursoires entre les différents participants de l'écosystème sans que le particulier soit pénalisé puis que ce soit lui qui attende? Fait qu'en ce moment, il y a ça, c'est en train de faire l'objet d'un processus de design très intense au fédéral. Puis le target, c'est que d'ici la fin de l'année 2023, on ait un système opérationnel. Ça, vous demandez l'avis à 20 personnes qui sont des initiés de ce dossier-là. Il y en a probablement la moitié qui vont dire que ce n'est pas réaliste, que ça ne se passera pas. Il y en a probablement la moitié qui vont dire oui, oui, on peut le faire. Moi, je suis dans les optimistes, fait que je vais dire qu'on peut le faire. Mais bref, c'est ça l'update du jour sur l'open banking au Canada. Bien, merci. C'est un super bon update. On parle de système bancaire, mais on utilise les données des clients dans tous les secteurs là, de l'industrie financière. Chez vous, Frédéric, comment ça se passe? Bien, nous, premièrement, on n'utilise pas les données pour pousser des produits aux clients. Il faut faire attention parce qu'on est dans le mode la business de l'indépendant. Donc, les gens avec qui on fait affaire ont le loisir de faire affaire avec différents fournisseurs. Là où l'utilisation des données devient intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser les données afin de faciliter le travail du conseiller puis aussi aider le client. Pas nécessairement en termes de produits, mais bien en termes d'accompagnement. On a fait une preuve de concept avec IBM Watson concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour interagir avec un client dans le contexte d'une transaction aussi banale qu'un changement d'adresse, par exemple. Donc, l'idée, en utilisant l'intelligence artificielle puis les avatars, c'est de dire, bon, on a pour acquis que les clients, ils se posent toutes les mêmes questions. Les clients vivent principalement tous les mêmes événements de vie. Puis les clients ont besoin de conseils. Donc, en prenant ça pour acquis, comment on intègre tout ça? Exemple, le client se connecte au portail, son portail client, l'avatar arrive puis demande « Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? » Changement d'adresse. OK, puis-je savoir pourquoi vous avez déménagé? La réponse, séparation. Là, ça allume une lumière. Puis l'avatar, avec l'intelligence artificielle, peut même faire preuve d'empathie en fonction des émotions, de la façon dont la réponse est formulée. Donc, la réaction est, c'est une étape difficile. Écoutez, on serait capable de vous accompagner là-dedans. Avez-vous pensé à vos bénéficiaires d'assurance vie?
Avez-vous pensé à réviser les montants de protection? Avez-vous pensé à réviser votre testament? Avez-vous un régime épargne-études en co-souscripteur? Donc, une fois que l'avatar y est allé avec ses différentes pistes de solutions, puis point de vigilance pour le client, l'avatar suggère, voulez-vous prendre un rendez-vous avec votre conseiller? Donc, c'est comme ça, par une simple interaction, c'est ultimement ce qu'on voudrait, c'est d'avoir des avatars avec différents niveaux d'expertise, que ce soit en assurance, au niveau légal, en planification financière, pour venir justement interagir avec le client, d'un, faciliter le travail du conseiller, parce que de l'information, il y a un peu de littératie financière au travers. Donc, comment est-ce qu'on fait pour amener l'intelligence artificielle puis l'utilisation de données au service des clients puis des conseillers? Mais en parallèle avec tout ça, je vous dirais que le gros enjeu qu'on a, c'est la loi 64 au niveau des renseignements personnels. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, au niveau, c'est une protection additionnelle qui vient de mise en place pour justement redonner le contrôle aux clients de ces informations. Parce qu'on a parlé, c'est l'information, en quelque sorte, si tu achètes quelque chose et ça ne te coûte rien, ou si tu passes à quelque chose, c'est toi le produit. Ça, on comprend tout ça. C'est toi le produit. C'est comment on fait pour, justement, protéger les clients. La loi 64 est là. Nous, ce qu'on fait, il y a beaucoup de choses en matière de consentement, en matière de cesser l'utilisation, mais un point important, c'est la destruction des données. Donc, une fois l'objectif atteint, puis la relation client qui se termine, on détruit les données. Les données sont où? Elles sont sur du papier, système informatique, système de gestion de la clientèle du représentant, ce qu'on appelle un CRM, logiciel de planification de retraite, chez l'assureur, chez la compagnie de fonds, sur le disque dur du conseiller, sur son cloud. Donc, l'information est partout. C'est comment est-ce qu'on fait pour amener l'information, le renseignement du client à la fin de son cycle de vie, c'est-à-dire la destruction. Donc, c'est l'industrie au complet qui se penche sur ce processus-là. Donc, c'est important au niveau de la protection, c'est sûr. Puis ça l'amène aussi le volet cybersécurité. Tu sais, cybersécurité, chez IA Groupe Financier, Denis Ricard pourrait vous dire, notre président, ça l'empêche de dormir la nuit. Moi, c'est d'autres choses. J'en parlais, c'est mes 2 enfants, 2 et 5. Mais mettons que ça me préoccupe le jour aussi, la cybersécurité. Donc, comment est-ce qu'on arrive à dire, bon, on est encore une fois dans le domaine de l'indépendant, de l'architecture ouverte, que le représentant peut faire affaire avec différents fournisseurs de planification financière, de systèmes de gestion de la clientèle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de la sécurité de l'infrastructure du conseiller au niveau des sondages annuels, le questionnaire, des audits qu'on peut faire, au niveau des formations sur la cybersécurité. Donc, on utilise beaucoup la force du groupe IA pour nous former notre force de vente en matière de cybersécurité. On a aussi ce qu'on appelle le MFA, qui est le Multi-Factor Authentication, qui vient aussi en ligne de compte. Office 365, donc on offre à notre force de vente de migrer sur la plateforme. Donc, c'est toutes des initiatives qui viennent, encore une fois, protéger l'information qui est peut-être un petit peu partout, mais encore une fois, l'utilisation des données, comme je dis, peut aider le client et le conseiller, mais il faut aussi faire très attention. Oui, tout à fait. Puis pour revenir au point de Dominique, c'est plus complexe. Donc, il faut gérer cette complexité-là. Frédéric, tu mentionnais la loi, la nouvelle loi pour la protection des renseignements personnels des gens. Cette loi-là repose aussi beaucoup sur le consentement, qui est un concept important. Puis, Maya, moi, j'ai la très mauvaise habitude, quand je download une nouvelle app, de cliquer sur « J'accepte » sans avoir lu tout ce qu'il y avait à lire. J'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Est-ce que c'est le cas? Tu fais partie de la normalité absolue. Donc, en fait, je vais aborder ce sujet parce que là, tu me fais penser aussi à plusieurs de nos données de recherche. Par ailleurs, Avatar, Open Banking, on commence vraiment une nouvelle époque technologique où les services financiers sont en pleine transformation. Et Open Banking, ça va entrer bientôt, mais heureusement que le Canada et le Québec, ils ont décidé d'ajourner un peu. Donc, on prend le temps, justement, depuis 2018-2019, de réfléchir comment intégrer le Open Banking dans notre société, mais en respectant aussi les valeurs de notre société. Donc, ces études-là, je crois que c'est très important. Et quand on dit Open, on pense... Mais bien sûr, on ne peut pas être contre la vertu parce que ça va donner... le consommateur financier va avoir le contrôle sur ses données, il va avoir dans une seule place un portrait complet de sa situation financière. C'est vraiment magnifique. Mais parfois, il y a des gens qui disent
open, ça veut dire comme la cave d'Alibaba, tout le monde va aller piger dans les données. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un enjeu important et c'est juste le futur qui va nous montrer comment le consommateur va, dans la pratique réelle, utiliser ce genre de service, comment il va l'accepter, comment il va protéger aussi. Est-ce qu'il est conscient qu'il faut protéger ses données personnelles? Donc là, c'est le futur qui va le découvrir. Mais si je veux partager avec vous ce que je sais déjà et qui pourrait être à la base de la réflexion aussi pour le futur, c'est que dans le cadre de Focus Group, avec des consommateurs de produits et services financiers qui font affaire avec des conseillers, donc, on a constaté que les gens ne lisent pas les contrats, ils ne comprennent pas les produits. S'ils lisent, ils ne comprennent rien. Donc, ils sont tous dans cette situation-là. Sauf que le conseiller va ici essayer de lui expliquer le contrat, de lui donner des informations additionnelles, l'éclairer. Là, on est face à un ordinateur, à une interface. On est allé sur le terrain, Sandrine et moi. On a fait des entrevues semi-individuelles avec des consommateurs de produits FinTech. Et 9 sur 10 des consommateurs ne lisent pas du tout les politiques d'utilisation ou de protection. Donc, on va cliquer même plus rapidement. Donc, on va cliquer parce qu'on veut avoir service. Les gens disaient, écoutez, ça sert à quoi lire ces politiques-là? Parce qu'au fond, nous, on veut le service. Donc, on va cliquer très rapidement. Il n'y a personne qui va attirer notre attention attention, il y a peut-être ici des risques. Ça, c'est un des constats importants qu'on a pu... donc, il n'y a aucun impact aussi des consommateurs. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas changer ces politiques-là. Ils vont cliquer. Puis là, j'entendais Frédéric avec la loi 64 qui vient avec des obligations pour les entreprises, c'est de décrire ces politiques en langage clair. Mais les professionnels de la FinTech, les concepteurs de plateformes nous disaient, mais on va le faire, c'est une obligation, on va être conforme, mais est-ce que les gens vont le lire aussi? Donc, c'est une question, même si c'était en langage clair. Par la suite, si je m'en vais vers la protection des informations personnelles, on a constaté qu'un grand paradoxe, en fait, qui s'appelle le privacy paradox, c'est que les gens veulent... Tous les consommateurs sont conscients qu'on a rencontrés, sont conscients qu'ils donnent leurs informations personnelles très facilement, qu'ils veulent être protégés, ils veulent que leurs données soient protégées, mais en fait, ils continuent à donner leurs informations parce que c'est le paradoxe, parce qu'ils veulent le produit, donc ça fait partie un peu de la réalité du monde dans lequel on vit présentement. Donc, oui. Voilà. Donc, on donne nos informations, il y a des pratiques d'engagement numérique qui nous influencent, il y a du nudging, il y a de la ludification, oui, oui. On a des biais comportementaux. Mais tantôt, Maya, tu nous disais que la littératie financière pouvait nous aider. Tu as fait des travaux pour l'autorité, pour l'indice autorité. Peux-tu nous en parler? Bien sûr. En fait, je voulais dire que la littératie financière est vraiment un outil qui peut... l'outil qui va aider le consommateur de produits et services financiers de prendre des comportements et des attitudes prudentes et connaître le marché financier. Donc, ça va l'aider à être prudent et compétent. Merci de m'avoir posé cette question-là parce que ça me permet de dévoiler le résultat de notre recherche avec l'AMF. On a justement, c'est le mois de la littératie financière et puis on a soumis tout récemment un rapport sur la littératie financière. Peut-être raconter l'histoire rapidement, c'est qu'on a proposé à l'AMF de construire un indice sur la littératie financière appliquée. Ça veut dire on voulait mesurer la littératie financière des gens réellement dans leur pratique réelle, ce qu'ils font et non pas seulement ce qu'ils pensent bien faire. Alors, ils ont accepté de nous appuyer dans cette démarche-là.
Et ils nous ont donné accès à leurs fichiers, à leurs données, des fichiers de leur indice AMF qu'on a analysé de façon secondaire. On a tiré beaucoup de constats, on est parti sur le terrain, on a fait des focus groups avec des consommateurs de produits et services financiers, avec des professionnels. On a tiré beaucoup de données. Et on est parti vraiment commencer l'aventure scientifique avec l'équipe de l'AMF, formidable équipe qui était vraiment toujours présente, toujours à l'écoute. Et on a construit un sondage auprès de 1000, pour le mener auprès de 1000 répondants. Et on l'a construit en fait à partir de ce qu'on a trouvé comme données. On l'a construit sur la base de 3 indices. Donc, l'attitude des consommateurs, est-ce qu'ils sont prudents, pas prudents, leurs compétences, est-ce qu'ils connaissent les notions financières. Et la troisième, c'est la possession des produits financiers, parce que pour nous, c'était important d'introduire ce variable, parce que la possession et l'expérience, c'est-à-dire on connaît les produits, on a déjà acheté. Et on a vraiment eu beaucoup de constats à partir de l'analyse qu'on a fait de ce sondage. J'aimerais partager quelques constats. C'est difficile de partager tous les résultats, mais j'aimerais dire qu'on a découvert qu'il n'y a pas... Ceux qui ont un niveau de littératie financière plus élevé, les plus élevés, sont ceux qui ont des produits financiers. Ça veut dire que c'est une expérience empirique. Ils ont appris comment acheter, comment faire dans le marché financier, et ils ont une attitude plus prudente aussi. Donc, ils sont prudents, ils sont compétents. Ceux qui n'ont pas des produits ou peu de produits, ils affichaient une littératie financière moins élevée. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, plusieurs vont se réjouir aussi de savoir que c'est les consommateurs qui font affaire avec un conseiller, Frédéric, avec un conseiller. Eux, ils sont plus prudents et plus compétents aussi. Troisième chose qu'on a constatée, c'est que c'est difficile que les gens puissent planifier à long terme. Donc, c'est une difficulté réelle, dans la pratique réelle, d'imaginer pour le futur quoi faire, épargner et tout. Donc, ça aussi, on l'a constaté. Et on a constaté qu'il y a une corrélation entre expérience et compétence. Donc, quand on a des produits, on devient un peu plus compétent. Peut-être ce qu'on peut tirer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a constatées, mais les deux principaux constats, c'est premièrement, c'est pas quelque chose, la littératie financière, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans les livres. C'est vraiment, on l'apprend dans la pratique. C'est comme nos étudiants, par exemple, on leur donne toutes les connaissances nécessaires, mais ça reste théorique. Ils vont connaître les principes, ils vont connaître le droit, mais ça prend le terrain par la suite. Une fois qu'ils sont sur le terrain avec les acteurs du terrain, c'est là qu'ils vont apprendre vraiment la littératie réelle dans la pratique. Donc, ça, c'est important. Et à partir de ça, on peut constater et confirmer que ce sont surtout les premières expériences. Ça veut dire lorsque le consommateur commence à acheter un produit, ou que ce soit un produit d'investissement ou un produit d'assurance, c'est là tout le potentiel, parce qu'il est dans le besoin. C'est là que tout le monde entre nous, un régulateur pour commencer, et tous les acteurs de l'écosystème pourrait lui donner ici la littératie nécessaire et enrichir cette expérience d'éducation financière. Donc, voici vraiment ce qu'on a pu constater. C'est quelque chose d'important parce qu'on a pu mettre la main sur la catégorie de consommateurs de produits financiers avisés par la littératie financière. Donc, j'aimerais saisir l'occasion pour remercier la formidable équipe qui a travaillé avec nous et qui a cru en nous, en notre équipe. Par ailleurs, j'ai fait l'indice avec le professeur Pionoro.
locaux dans le cadre du chantier 22. J'aimerais remercier chaleureusement l'équipe de la direction, Éric Jacob, qui est surintendant aux assistances aux clientèles, aussi Antoine Bédard, qui est directeur principal de la direction aussi, et puis Camille Baudouin, qui est le directeur de l'éducation financière. Donc, merci beaucoup. Oui, certainement un grand plaisir de travailler avec toi, Maya. Je reprends tes deux constats. On apprend la littératie financière. Dans le fond, on acquiert la littératie financière dans l'action, dans l'expérience. Et les premières expériences sont importantes. Exactement. Donc, pour les jeunes générations, c'est vraiment dans ces premières expériences-là qu'il faut leur donner le plus possible de conseils ou d'informations pour qu'ils fassent des bons choix. Mais on sait que les plus jeunes générations préfèrent les cadeaux numériques. Donc, comment est-ce qu'on résout cette problématique-là? Dominique, est-ce que tu as des idées? Moi, j'en ai. Puis, moi, avant de plonger dedans, là, comme je l'emphase autant que je peux, la littératie financière, moi, je pense que c'est le nerf de la guerre. Tu sais, je l'ai dit tantôt, l'environnement est tellement complexe. Il y a des composantes qui sont intouchables. Tu sais, une crypto décentralisée, c'est intouchable. Il y a d'autres composantes qui sont tellement compliquées à les toucher. Tu sais, mettons, tous les gros sites là, de gambling sont tous incorporés aux îles de Malte. Le monde y accède avec des VPN. C'est pas mal dur d'aller toucher ça aussi. Tu sais. Fait que l'outil numéro 1, c'est la littératie financière. Tu sais. Puis, j'espère vraiment que ça ne va pas flatter dans le mauvais sens du poil personne dans la pièce, mais tu sais, la façon d'inculquer la littératie financière, c'est pas avec une campagne d'éducation faite par le gouvernement ou un régulateur. C'est pas ça. Là, case in point, là, dans l'open banking, le FCC, qui est le régulateur au fédéral, là, Financial Consumer Agency of Canada, depuis 2017, qui donne des warnings de « Hey, connectez pas vos comptes de banque là, comme ça ». En 2017, il y avait quand même pas 500 000 personnes qui avaient utilisé ce service-là. J'ai donné le chiffre tantôt, juste nous, c'est 6 millions. Là, comme, ça ne pogne pas. T'sais. La façon de l'inculquer, puis c'est comme Maya, tu l'as dit, c'est que ça fasse partie de l'expérience des consommateurs. T'sais. Moi, l'outil, puis on a parlé du consentement, là, l'outil number one dans ma tête, là, c'est quelque chose qu'on appelle le layered consent. Ça, c'est le plus, je m'excuse d'anglicisme en passant, là, c'est le plus low-hanging fruit, puis c'est le biggest bang for your buck. Tu t'excusais pour le passé ou tu sûr? Les deux? Les deux, OK. Je savais que je dirais ces deux-là, là, fait que I beg your pardon, c'est pas vrai. Fait que, tu sais, le layered consent, là, ce qu'on entend par là, c'est, ça le dit, là, c'est du consentement en plusieurs couches. C'est-à-dire, il y a une couche toute simple, en beau bullet point, qui explique le 90 % de ce qui est sur le point de se passer à l'utilisateur. Puis en arrière, derrière le petit lien, là, ou en bas, à quelque part d'autre, incorporé par référence, tu as la longue patente que personne ne lit, même les avocats, on ne les lit toutes pas. T'sais. Puis, mettons, si je prends le cas de l'open banking, juste parce que je travaille là-dedans, mais c'est la même affaire partout, c'est de dire « Hey, salut, tu vas connecter ton compte de telle organisation à telle organisation. L'info qui va y aller, c'est tac, 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 ton numéro de compte, ta balance actuelle, ton ci, ton ça. Ça va être pour one-shot deal ou peut-être que ça va être en continu. Si tu veux utiliser le Wealthsimple, le Roundup, hey, ça va être en continu jusqu'à temps que tu le cancelles. Ça va être ci, ça, pack, pack. Tu comprends le 90 %. Puis le reste, il ne faut pas en vouloir aux compagnies qui font des contrats, ça de long, c'est pas de la malice, comme ils sont obligés pour toutes sortes de raisons, et pour se protéger eux autres, et pour se protéger leurs fournisseurs, qui sont obligés d'avoir comme un waterfall de liability. Pour plein de raisons, il faut que ça soit là. Tu ne peux pas utiliser mon logo. Si jamais tu achètes des actions aux US, le taux de change qu'on va utiliser, c'est X. Il faut que ça soit à quelque part. Mais si tu mets tout ça à la même place, le consommateur il est perdu. Fait que layered consent, c'est la clé. Tu mets le 90 % d'en face de la personne, en simple à digérer,
Puis le reste, il faut que ça soit là aussi, mais caché, tu sais. Puis en passant, ça a de la valeur, même le long contrat qui est caché. Tu sais, on l'a vu, il n'y a pas longtemps, PayPal avait changé quelque chose dans leurs Terms and Conditions, puis c'était vraiment comme intrusif. Quelqu'un l'a pris, il l'a highlighté, il l'a posté sur Twitter. Puis il y a eu du backlash, la compagnie, ils l'ont ôté la clause. Fait que, tu sais, ça a une valeur quand même, mais on ne peut pas compter juste là-dessus. Ça prend le simple and stupid, là, pardonnez-moi, accessible à la personne, tu sais. Fait que layered consent, c'est un, puis ça, c'est vraiment intégré dans ton produit quand tu l'utilises, tu sais. Puis l'autre, ça se rapproche un peu plus des campagnes d'éducation, mais faites par le privé, puis il y a des super bons exemples, là. Si vous allez regarder les Wealthsimple puis Questrade, mettons, là, c'est deux des plus grosses plateformes de courtage fintech, là. Puis ils ont des super produits d'éducation, eux. Wealthsimple, ils ont fait un masterclass. Le contenu, là, ça a tout été designé par du monde top calibre là, en finance puis en investissement. Mais c'est un humoriste, c'est un gars funny puis tout qui donne le contenu de façon vraiment agréable à consommer. Questrade, ils ont Questrade Academy, c'est une plateforme, c'est super intuitif, facile à utiliser. Moi, je vous invite à regarder ça. Là. Ça, c'est une bonne façon de mettre ça d'en face, facile d'accès aux utilisateurs. Puis je l'ai dit au début, je l'aurais dit, je pense c'est le nerf de la guerre. Quand on regarde les tendances actuelles d'instantanéité, là, etc., là, c'est là que ça se joue, selon moi. C'est là que ça se joue dans le produit, donc un rôle pour le privé. Exact. Trouver Frédéric? une façon d'incentiviser le privé à le faire plus, là, parce qu'ils sont déjà sur la bonne track, là, mais de l'incentiviser à faire plus, là, tant qu'à moi, c'est là que ça se joue. Ils sont là au bon moment, là, quand le consommateur est sur le point de faire sa première expérience. Donc, voilà. profiter de ce moment-là. Ma dernière question pour toi, Frédéric, est-ce qu'il y a un rôle pour les conseillers aussi là-dedans? Bien oui, il y a un rôle à jouer pour les conseillers, puis j'ajouterais aussi les institutions financières. Mais avant, j'aimerais faire du pouce sur ce qui a été dit, parce que l'apprentissage par l'expérience, la première expérience. Pensez, pendant la pandémie, la première expérience que certains auront eue, il y a une génération au complet qui a été brûlée avec leur première expérience d'investissement et s'est perdu des milliards. Donc la question, c'est de dire, là, on recule, on repart de plus loin. Puis comment est-ce qu'on fait pour les ramener? Bien, c'est avec des conseils. Sauf que là, on assiste à ce qu'on appelle, nous autres, la dichotomie. Okay? On a eu paradoxe tantôt, on a dichotomie. On a plusieurs termes anglo que... Donc, la dichotomie, c'est quoi? D'un côté, tu as le représentant, puis de l'autre côté, tu as le client. Le représentant, il aspire à quoi? Plus d'actifs, moins de clients. Pourquoi? Réglementation, obligation réglementaire. Je dois passer plus de temps avec ce client-là. Les clients sont plus âgés, nécessitent plus d'attention. Pourquoi? On est en décaissement, transfert de successoral ou un transfert d'entreprise, etc. Puis on ne se le cachera pas. Quand tu as un book qui est plus mature, tu ne cherches pas plus de clients. Puis les plus petits clients, appelons-les les plus jeunes, qui auront moins d'actifs aujourd'hui, mais plus dans le futur, mais rapportent moins de revenus. Ça, c'est le côté représentant. Plus d'actifs, moins de clients. Puis tu as le client de l'autre côté, ce qu'il recherche, c'est quoi? Il veut du conseil. Pourquoi? Il s'est peut-être brûlé. Il s'est peut-être brûlé la première expérience qu'il a eue. Peut-être c'est un 1000 qui a brûlé, disons. Mais quand il va hériter, justement, c'est là que ça prend tout son sens. Mais c'est comment on fait pour marier les deux? D'un côté, tu as un représentant qui va avoir une business, disons, plus profitable, puis sans dire la loi du moindre effort, mais moins de clients, plus d'actifs. Puis de l'autre côté, le client a besoin de conseils. Bien, nous, en tant qu'industrie, donc l'institution financière, comment nous, on peut aider? C'est quoi? La valeur ajoutée est où? On donne du temps. On donne du temps à qui? Aux représentants. Comment est-ce qu'on fait? L'innovation est là, la technologie est là pour automatiser certaines tâches qui peuvent l'être, embarquer l'intelligence artificielle pour supporter, pour que le client, lui, puisse avoir l'information par vous qui est, disons, pré-mâchée, adaptée à chacun, parce qu'en ligne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. Tu as de tout. Tu peux lire de tout. Puis le problème, quand tu lis en ligne, c'est plus tu en consommes, plus l'algorithme t'en redonne. OK? Ouais. Tu sais, les questions du genre, quand je me sépare, j'ai droit à combien? Bien, tu n'as droit à rien. Pourquoi? Parce que c'était conjoint de fait. Et ça, tu peux lire en ligne toutes sortes d'affaires. Ou la question, c'est de dire, la crypto, c'est bon contre l'inflation.
Puis ce n'est pas corrélé au marché. C'est lié à d'autres choses, par exemple. On s'en est rendu compte. Donc, tout ça, comment est-ce qu'on fait pour accompagner le client à, Louis en parlait tantôt, le faux site, le site qui est légitime, comment est-ce qu'on fait pour départager le vrai du faux? Donc, c'est là l'enjeu. Puis nous, en tant qu'institution financière, il faut vous donner le temps parce que vous êtes les personnes les mieux équipées pour conseiller le client. Donc, si on y arrive, bien, on va y arriver en même temps pour augmenter la littératie financière de tout le monde. Merci, Frédéric. On arrive déjà à la fin de notre discussion. Je pense qu'on peut prendre encore un petit peu de temps. J'aimerais vous demander, à tour de rôle, l'élément, le key takeaway, pour faire un anglicisme aussi, de la discussion pour vous cet après-midi. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut se lancer? Des gros défis qui s'en viennent. Oui. On a du pain sur la planche, ça c'est sûr, nous comme régulateurs, mais une responsabilité partagée probablement. Frédéric? Dans le fond, ça résume. Moi, la façon dont je le vois au terme d'une institution financière, c'est comment est-ce qu'on fait pour vous simplifier la vie. Je vais prendre un anglicisme dans le « make it easy » pour vous autres. Pour que vous ayez l'opportunité. Ça va être dur au sous-titrage pour le différer. Là. Il y a de l'anglais ou du français au travers. Mais il est clairement là, c'est comment vous simplifier la vie pour que vous soyez en mesure d'être en avant des clients. Et non pas en train de paperasse, ajuster ci, ajuster ça, faire ci. C'est comment est-ce qu'on fait pour y arriver. Maya, le mot de la fin. Oui, merci. Donc, moi, je vois, dans le monde numérique d'aujourd'hui, je vois deux acteurs. Il y a les fournisseurs de services et leurs plateformes et le consommateur de produits et services financiers. Il existe déjà beaucoup de lois et de réglementations. Il y en aura certainement d'autres, mais je trouve que pour trouver cette relation, qu'elle soit plus harmonieuse, il y a les réglementations, mais aussi les bonnes pratiques. Donc, je crois que le fournisseur de services, en fait, nous croyons comme équipe de recherche que le fournisseur de services numériques, par le biais de sa plateforme, qu'elle soit vraiment responsable, plateforme responsable, qu'elle puisse utiliser le nudging de façon responsable et éthique. Ça va aider beaucoup à avoir une relation plus harmonieuse. Du côté du consommateur, je dirais, c'est la littératie financière. C'est vraiment son outil pour pouvoir comprendre les produits qu'on lui propose et les suggestions qu'on lui donne. Donc, voilà. Donc, la littératie financière, la littératie numérique, c'est comme ça qu'on termine notre panel. Absolument. Merci beaucoup Absolument. à tous les trois.